Salut à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Pour la rentrée littéraire, je reçois celle qui est considérée comme la chef de file du renouveau littéraire en Inde. Auteure indienne et américaine, Madison Square Park est son 6e ouvrage, un roman qui nous plonge dans l'intimité d'un couple, interroge le poids de la famille, des traditions et nous emmène de New York au sud de l'Inde. Cet invité, c'est Abha Dawesar que je vais tout de suite retrouver. Bonjour Abha Dawesar. Bonjour. Alors vous êtes à Paris parce que vous êtes justement une des invitées du festival America America. Ce week-end à Vincennes, il réunit pour sa 8e édition 50 écrivains américains. Abha, vous êtes indienne et américaine. Alors quel auteur êtes-vous entre ces deux cultures ? Écoutez, ça dépend sur les jours. J'habite toujours les deux identités. J'ai grandi en Inde, je vis aux États-Unis pour plus qu'une vingtaine d'années. Et j'écris sur les deux continents, sur les deux pays et sur les deux cultures. Et vous présentez donc le roman Madison Square Park, publié chez Héloïse d'Ormesson, l'histoire de Thomas américain et Uma indienne. Vous nous plongez au plus près de ce couple. Vous nous en dites plus sur l'intrigue ? Oui, alors, au début du roman, on sait que Uma, elle habite avec Thomas et ses parents qui habitent vraiment à côté à New Jersey, ne connaissent pas, elle a une sorte de double vie. Et très vite, on sait que en fait, Uma tombe enceinte et elle ne peut plus continuer cette vie double. Il y aura un moment où elle est forcée de parler à ses parents. Et au début de ça, on a en fait beaucoup de secrets de famille qui sortent et aussi elle est en pleine crise parce qu'il y a ce clash avec le jugement qu'elle sait. Ses parents portent vers elle et ce qui est son envie. Et cet appartement de New York dans lequel se situe l'action, vous y avez vécu, justement. Oui. Est-ce que c'est votre roman le plus autobiographique ? Non, l'histoire n'est pas. Il y a des moments, bien sûr, mais c'est l'endroit qui en fait est basé sur la réalité. Moi, j'habite en fait toujours dans le quartier de Madison Square Park, où j'habite depuis 20 ans, et donc et les lieux sont toujours très importants dans mes livres. Donc le livre se passe dans ce lieu, mais après l'histoire de Thomas et Uma, j'ai créé. C'est l'imagination et c'est leur histoire à eux. Voilà, donc elle cache en fait la vérité à ses parents sur sa relation avec cet Américain. Elle qui est indienne, fille de médecin, et sa mère, ses parents auraient voulu qu'elle se marie avec un Indien, si possible médecin. Est-ce que les mariages arrangés sont la norme aussi aux États-Unis quand les familles indiennes émigrent aux États-Unis ou bien même dans un autre pays ? Parfois, ça peut être. Je connais par rapport les immigrés indiens aux États-Unis, il y a ceux qui sont très modernes et il y a ceux qui restent dans la tradition. Et là, c'est vraiment une histoire de famille. Il ne symbolise pas la famille typique indienne parce que je pense qu'il n'y a pas une famille typique, il y a des familles et ils ont leur particularité, leur spécificité. Et Uma est vraiment elle vit un rapport parental qui est assez particulier. On va parler d'un autre roman autobiographique, cette fois-ci, en cette rentrée littéraire. Dans Ma part de Gaulois, le chanteur et parolier du groupe Zebda, Majid Cherfi, revient sur sa jeunesse aux Izards, la banlieue de Toulouse, vue par la plume de ce fils d'Algérien, premier de sa cité à passer son bac en 1981. Depuis son premier livre, il veut raconter une sorte de saga de l'immigration. Majid Cherfi s'est confié à Marion Chaval et Alix Le Bourdon lors de son passage à Paris. Le bac, il y a 30 ans, c'était pour ma mère, c'était un annapurna, quoi. C'était, tu nous sors de la cendre, moi, mes parents, 1000 ans d'obscurité. Donc il y avait un peu cette chose-là. Sors-nous de l'obscurité, définitivement.
parce que je n'ai connu que l'obscurité. Et toi, mon fils, par le couteau ou par la corde, il faut que tu m'aides à accéder à ça. Voilà, lui, c'est le bac qui a compté dans sa vie, ce diplôme qu'on passe à la fin du lycée en France. Vous, vous êtes diplômé en philosophie à Harvard pour une jeune étudiante immigrée d'Inde. J'imagine que ça représentait aussi un moment extrêmement important dans votre vie, dans celle de votre famille. Oui, absolument. En fait, je suis quittée l'Inde pour aller aux États-Unis pour mes études. Et en fait, c'est grâce à la littérature que j'ai eu le rêve d'aller aux États-Unis et à Harvard en particulier. J'avais lu un livre quand j'avais, je sais pas, 11 ans, 12 ans, qui parlait d'une fille qui était diplômée d'Harvard. Et je me dis, j'ai envie d'y aller. Et là, depuis ça, c'était le seul rêve que j'avais quand j'étais jeune. Et la philosophie, c'est... Je pense que je suis écrivain parce que je pose les questions sur la condition humaine et ça m'a toujours intéressée. Et la philo était une manière de chercher les réponses. Et beaucoup de questions dans vos livres sur le statut de la femme, et notamment le statut de la femme indienne dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère publique. Alors, en ce qui concerne la sphère privée, dans ce livre, précisément, il y a la violence dans les rapports hommes-femmes, le harcèlement qu'une femme peut subir, une tentative même d'agression sexuelle avec un fiancé qui s'imagine déjà avoir la main mise sur elle, une femme battue dans un rapport assez sadomasochiste, il faut le dire. Ça se passe dans la sphère privée, tout ça. Diriez-vous que la femme indienne est l'égale de l'homme aujourd'hui à Badawiesar? C'est difficile de parler d'une femme indienne parce que vraiment les femmes indiennes ont toutes sortes de diversités. On a eu un Premier ministre qui est femme, on a beaucoup de femmes dans tous les métiers qui sont vraiment égaux des hommes, mais après, il existe toujours la violence, soit privée, soit publique, contre les femmes, et on a un chemin à faire quand même. Et les deux peuvent exister en même temps, et je pense que le progrès pour le statut de femme, c'est quelque chose qui n'est pas simultané. Donc, c'est-à-dire, il y a le progrès, il y a la régression. Et je pense que toujours quand quelqu'un qui a le pouvoir, dans ce cas les hommes, devrait renoncer au pouvoir, il y a toujours une bataille. Donc, c'est aux hommes de faire ces pas pour aller vers plus de progression dans le statut de la femme. En Inde, il y avait aussi eu cette terrible histoire de viol collectif dans un bus à New Delhi en 2012. La jeune étudiante est morte d'ailleurs à la suite de cette agression. Cela a provoqué une vague d'indignation partout en Inde et même au-delà. Et puis 3 ans plus tard, l'un des violeurs, mineur au moment des faits, a été relâché. Il est sorti de prison. Est-ce que la prise de conscience s'est émoussée? Non, je ne crois pas. Je pense que le public était très partagé et il y a toujours les manifestations. Mais malheureusement, il y a aussi la violence qui continue. Il y a eu des autres viols comme ça. Et je pense que c'est un long travail parce que c'est un travail d'éducation, surtout sur les hommes et les jeunes hommes, qui devraient avoir un regard différent. Mais après, il y a aussi beaucoup de jeunes hommes qui se manifestent avec les femmes. Donc, on est en train de transformer le pays, mais n'importe quelle transformation est difficile et ça prend du temps et on aura les moments de tension. Très rapidement, vous vous êtes fait connaître avec un livre totalement différent, Baby G, publié en 2005, érotique et subversif, qui nous racontait l'histoire des amours agités et homosexuels d'une jeune lycéenne de Delhi. L'homosexualité, sujet là encore extrêmement tabou en Inde. Comment ce livre avait été reçu là-bas? J'étais surprise, mais il était reçu assez bien, très bien. J'ai pas eu les problèmes, par exemple, à cause de ce livre. Et j'ai eu beaucoup de retours des jeunes lecteurs en Inde qui me disaient c'est un livre qu'ils cherchaient, ils avaient envie de lire. Et beaucoup de jeunes garçons qui ont dit qu'en fait, ils s'identifiaient avec la protagoniste qui est une fille qui est adolescente. Et à la fin, je pense que pour les gens, c'était un livre sur
la recherche de soi, et sur l'adolescence, autant qu'il était un livre sur les aventures de Baby G. La quête identitaire, là encore, Ouais, le voilà. thème qui est au cœur de Madison Square Park, votre nouveau roman. Je vous ai demandé votre coup de cœur. Je sais que vous aimez énormément la musique indienne, la danse indienne, mais vous avez choisi Stomp, ce groupe de percussionnistes. Vous les avez vus ? Oui, en fait, pendant les 20 ans que j'habite à New York, je voyais toujours leur affiche. Et un jour, je me dis, tout le monde va, tous les touristes vont, mais moi aussi, je vais y aller un jour pour être un peu plus new-yorkaise. Et j'étais vraiment surprise parce qu'ils font la musique avec toutes sortes d'instruments. Et la musique, c'est quelque chose qui libère le cerveau. Quand on écrit beaucoup, on est souvent un peu esclave des mots. Et avec la musique, on peut bouger tout ce qui est dedans. Et j'étais vraiment épatée, sauf je pensais pourquoi ils n'ont pas aussi la musique. Ils utilisent, comme vous voyez, toutes sortes des objets, etc., mais pas la clavière. Donc moi, j'aimerais beaucoup avoir et écouter une musique chez eux avec un keyboard, quoi. Un conseil donc pour le groupe Stomp, Voilà. si il nous écoute. Merci beaucoup Abba Dawesar d'avoir été notre invité. C'était un plaisir. On vous retrouve donc ce week-end au Festival America. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce programme est à retrouver dans son intégralité sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Stomp qui fera un passage par la Belgique en novembre. Notez-le bien. Regardez, ça se passe par ici.